Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 2 juillet 2026. L'actualité nationale avec la nomination hier en Conseil des ministres des membres du Sénat et du Conseil économique et social. On en sait un peu plus sur les noms et prénoms de ceux et celles qui feront désormais partie de cette future institution censée servir de tremplin à un climat politique apaisé. La liste dévoilée hier donne à voir des personnalités ayant été au commandement des forces de défense et de sécurité, de même que des personnalités de haut rang qui ont fait leur preuve dans l'administration publique. On fera donc un zoom sur ces futurs sénateurs dont la nomination fait objet de grands débats sur la toile et dans les médias, signe annonciateur également de l'installation imminente des membres de cette institution. En plateau, Ulrich Gaba. Ulrich Gaba, bonjour. Bonsoir, bonjour Wahab Alipara. Éric Guédénon, bonsoir. Wahab, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, vous permettez, il y a, comme je l'ai annoncé, l'équipe du Sénat qui est connue, en tout cas les membres nommés sont connus depuis hier à la suite donc du Conseil des ministres. Il y a également les membres du Conseil économique et social, mais ce soir on s'intéresse aux membres du Sénat, cette future institution censée servir de tremplin au climat apaisé en République du Bénin. Donc vous permettez qu'on jette un coup d'œil sur ce résumé qui nous permet de faire un zoom sur ces différents acteurs, donc d'afficher nom et prénom, n'est-ce pas, pour mieux les connaître, et puis on revient pour suivre nos discussions. Ce mercredi 1er juillet 2026, le Conseil des ministres a mis un point final à la composition de la seconde assemblée législative constituant désormais le Parlement béninois. Autour des membres de droit, les anciens présidents Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon, le président de la République Romuald Wadayi a d'abord porté son choix sur 5 figures issues du commandement des forces de défense et de sécurité. Alassane Seydou, ancien ministre de l'Intérieur sous le régime Talon et plusieurs fois député et maire de Kandi. Il y côtoie Fortuné Alain Nouati, qui a été ministre délégué chargé de la défense nationale sous cette même ère. À leur côté, l'intendant général de brigade Robert Bian, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, le général de brigade aérienne Tafa Adam et le capitaine de vaisseau-major Albert Ezimbado vont siéger. Un second groupe de personnalités de haut rang complète la liste présidentielle. On y retrouve Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, Raimi Amadou, venu du monde de l'audit international, Paul Ronkpe, ex-maire de Bopa, ancien ministre de Boni Yayi et seul challenger de Wadayi à la dernière présidentielle. Emmanuel Tiando, universitaire, ancien ministre et précédemment président de la Sénat, ainsi que Pascal Irénée Koupaki, figure bien connue des cercles gouvernementaux successifs depuis plus de 20 ans. L'Assemblée nationale a désigné 4 représentants pour siéger au Sénat. Adidjatou Matisse, première femme à avoir dirigé le ministère de l'économie et des finances et ministre de Patrice Talon au cours de ses 2 mandats. Abraham Zinzidohwe, ancien président de la Cour suprême et ex-ministre de la Justice. Saka Lafia, ancien ministre et ancien député qui présidait jusqu'ici la Sénat. Charles Toko, le réputé patron de presse, ancien député et ancien maire de Parakou ferme la boucle. Avec ces nominations, la première mandature du Sénat est désormais pourvue de l'ensemble de ses membres, ce qui ouvre la voie à son installation officielle. Ce petit résumé nous permet de mettre les noms sur les visages. Ulrich Gaba, on peut dire que les choses se précisent davantage autour de cette nouvelle institution ou de cette prochaine institution, le Sénat. Une institution dont l'installation est tant attendue. Vous savez que depuis très longtemps, ça agite un peu les discussions, et des discussions qui ont même précédé l'installation du président de la République. Où certains analystes ont estimé qu'il fallait d'abord installer cette institution avant le président de la République, mais bien après, on a compris que ce n'était pas urgent. Il fallait quand même d'abord mettre en place les membres de cette institution avant de pouvoir véritablement l'installer. Aujourd'hui, c'est fait. On a le visage du Sénat, ce Sénat qui va représenter carrément la salle ou la chambre des sages. On y voit beaucoup de personnalités que nous connaissons déjà tous, pratiquement, à part quelques visages qui sont très discrets comme Raimi et d'autres encore. Mais dans l'ensemble,
pour tous ceux qui sont là, on sait que tous sont presque connus de la classe politique et c'est déjà bien, on sait que c'est dans la dénomination, dans le travail, dans le fond que tout va se gérer maintenant. Oui, Éric Guédénon, comment vous voyez les choses? On a souvent, sinon on s'est souvent questionné comment sera ou qui sont ceux-là qui vont composer l'équipe du Sénat. On peut dire qu'aujourd'hui, la précision est faite. Absolument, toute la précision est faite puisque nous avons des images et des noms de ces personnes qui vont composer cette institution. C'est vrai on savait déjà que l'institution étant déjà actée par la modification de notre constitution et qu'il a créé, qu'il ne restait que les choix de ces personnalités. Pour les membres de droit, on se faisait déjà une idée de ces personnalités qui allaient donc siéger. C'était surtout au niveau des personnes qui vont être désignées, qu'on s'interrogeait encore sur qui va être désigné pour siéger aux côtés des anciens présidents, aux côtés des anciens présidents de la République, mais aussi des anciens présidents d'institutions. Oui. Alors, ce qui a été fait, justement, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une idée précise, justement, de ces personnalités qui sont aujourd'hui membres du Sénat. Oui. Je pense qu'ils méritent d'être appelés aujourd'hui les sénateurs. Les sénateurs. Voilà. Quelles sont les principales observations que vous faites, je dirais, de cette liste, Ulrich Gaba? Tout de suite, je constate qu'il y a au-delà, bien évidemment, bien mis à part ceux qui siègent de rang, de droit, je vois déjà plusieurs anciens ministres. Et quand nous regardons cet aspect, on se dit, quand la configuration montre qu'il y a pratiquement toutes les configurations par secteur pour pouvoir véritablement jouer le rôle de sage. Pourquoi je le dis ? Observez un peu, je vais commencer par la dame qui siège au sein du Sénat, Adidja Toumatis, plusieurs fois ministre. Elle a d'abord la première femme à occuper le poste de ministre des Finances. Et aussi, qui aujourd'hui, mieux que Adidja Toumatis, maîtrise le portefeuille du travail de la fonction publique. Observez un peu le nombre d'années qu'elle a eu à passer à ce poste-là et la manière dont elle a participé plusieurs fois aux négociations avec les partenaires sociaux. Donc déjà, vous voyez l'image que ça donne. Nous allons du côté de la défense et de la sécurité. On sait très bien qu'il y a eu des généraux. Par exemple, je prends l'intendant général Bihan qui, au-delà de son caractère militaire, des armes que nous connaissons, est également un intendant bon teint. Donc, la question des finances, aux côtés des ténors comme le Koupaki et consorts et Raimi, on sait que là, les questions des finances seront bien gérées, bien traitées, surtout que des décisions seront prises au niveau de l'Assemblée nationale qui sera désormais la seconde chambre. Donc, on sait que le côté financier sera géré. Et quand nous allons plus loin et que nous regardons toujours dans la configuration, on voit des hommes politiques beaucoup plus qui peut-être n'avaient pas trop attiré l'attention, mais rapidement, quand quand le nom est sorti, tout le monde est. C'est Rounkmé, par exemple. Quand vous voyez, on va revenir sur la nomination de Paul. Je sais pas beaucoup de personnes attendent de parler. D'accord. Vous avez la question à cet effet. Oui, Éric Guédénon, vous avez fait la même observation que Ulrich Gaba? Non, je ne partage pas cette observation parce que je suis encore de ceux qui pensent que c'est une institution de trop pour notre République. Et donc, pour ces personnes qu'on a fini par rappeler encore pour servir la République, qui avait déjà retrouvé quand même un peu leur retraite dorée, apporte encore, je dirais, ce sentiment que j'ai. Vous voyez tous les arguments qu'on essaie quand même de mettre en place pour justifier la naissance de cette institution. Et dans cette projection, les membres qui ont été choisis n'arrivent pas à me convaincre davantage. J'ai entendu parler des sages. Écoutez, ce n'est pas parce que vous avez été choisi pour diriger une institution qui fait de vous sage. Ce n'est pas non plus parce que vous avez un âge avancé qui fait forcément de vous sage. Ce n'est pas parce que des personnalités ont géré, se sont retrouvées à la tête de nos institutions, qu'ils l'ont géré de la bonne des manières. Nous savons dans l'opinion que quand vous prenez la liste, vous avez des personnalités où dans l'opinion, les gens vous diront que leur passage à la tête de cette institution, ils en gardent de mauvais souvenirs. C'est ça. Voyez-vous. Donc, quand on argumente par le fait qu'on crée cette instance pour permettre à ces personnalités de donner des conseils de sages, d'orienter,
Bon, alors, en clair, qu'est-ce qui vous pose problème? C'est l'institution en elle-même ou bien le visage, ces personnalités qui reviennent et qui sont déjà connues du monde public? L'institution et en même temps les personnes qui ont été choisies. Les deux vous posent un problème. On avance justement pour choisir véritablement ces personnes. Si tant est qu'il y a un besoin dans la République de mettre en place, je dirais, un cadre pour discuter, mettre en place un dispositif pour conseiller le président de la République, d'appuyer les députés à l'Assemblée nationale, je pense qu'aller vers l'installation d'une institution, c'est aller trop vite et trop fort. Parce qu'au même moment, on nous dit que le gouvernement a un regard sur le train de vie de la République. Au même moment, on nous dit que le gouvernement je sais pas, affiche un souci pour quand même essayer de réduire les dépenses publiques, les charges de l'État. C'est d'ailleurs pour ça, quand on nous a annoncé la suppression de certaines agences, ça a été motivé par le fait que le chef de l'État veut dégraisser un peu l'État. Donc, au même moment, voilà, on observe en même temps... vous faites partie de ceux-là également qui estiment qu'on a affaire à des visages déjà connus du monde public. Ce sont des acteurs qui certes ont fait leurs preuves, mais qui sont déjà connus et qui nécessitaient une certaine retraite. Je vais poser en retour une question. Là, ça fait une réponse interrogative. Si vous voulez, par exemple, choisir des gens pour diriger une maison qui peut-être a divers sons de cloche, qui choisiriez-vous? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont déjà l'expérience d'avoir géré, qui, d'une certaine manière, ont vécu certaines situations qu'ils ont gérées tant bien que mal? On ne dit pas qu'ils sont parfaits, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il faut qu'on retienne ça tout de suite. Donc, si on devrait choisir certaines personnes pour jouer le rôle de sage, pour rassembler la maison, est-ce que ce seraient des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, qui n'ont jamais exercé quelque part, qui n'ont jamais occupé ne serait-ce qu'un seul poste de responsabilité quelque part, et dont vous ne connaissez absolument rien? Au-delà de cette expérience, Eric pose également le problème du train de vie de l'État qu'on travaille à réduire au maximum. Allons-y pas à pas. D'accord. Donc déjà, il faut choisir les personnes qui ont quand même expérimenté ne serait-ce qu'une fois et qui ont déjà donné leur preuve. La preuve peut ne pas être excellente, mais au moins ces personnes ont de l'expérience. L'expérience fait la sagesse à un niveau, parce que c'est la somme des expériences qui permet de tirer des leçons pour faire de la sagesse. Maintenant, quand on estime qu'il y a des visages qui sont déjà trop vus, des gens qui sont toujours là, moi j'estime que c'est parmi ceux qui sont là, ceux qui sont trop vus, qu'on a encore pioché des personnes. Et quand on veut choisir des personnes, vous avez vu le système qui a été mis en place. Moi, je ne veux pas décrier l'existence de l'institution elle-même, parce que j'estime que ce débat est passé. Nous avons eu le temps de faire ce débat, et aujourd'hui, la loi a été votée, la loi a été entérinée, aujourd'hui, on a choisi les membres, donc j'estime que le débat est évolutif, et ne faisons pas de la rétrospection pour ficeler le débat. J'estime que l'institution est déjà mise en place. Et pour justement choisir des gens, il faut choisir parmi ceux qui sont là. Et quel est le module? Le modus operandi. Regardez un peu, le président de l'Assemblée nationale doit choisir des membres. Et ce qui est certain, observez la qualité, ou du moins la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le président de l'Assemblée nationale peut aller choisir des gens hors de son système? Absolument pas, c'est pas évident. Le président de la République... selon vous, ça va de soi? Ça va de soi. Donc je pense que c'est vrai qu'on peut, à tort ou à raison, estimer que cette configuration va légèrement biaiser le système de contre-pouvoir. Mais étant donné qu'on lui a donné une forte, ou du moins une mission de sagesse, je pense que c'est à ce Sénat de se réinventer et d'aller au-delà de ce qui est la neutralité. D'accord. Alors, dans la pratique, Eric Guédénon plutôt, est-ce que dans la pratique, vous ne voyez pas un certain bénéfice avec la création de cette institution, quand on met de côté, je dirais, votre crainte liée aux mêmes visages qui reviennent, également la question du train de vie, est-ce que vous ne voyez pas un bénéfice au niveau de cette institution appelée à servir, je dirais, de catalyseur à tout ce qui est bruit, chamaillerie et autres politiques? Non, de toute évidence, quand on lit la loi, eh bien la loi a prévu le rôle
du Sénat. Donc à partir de cet instant, on peut déjà se faire une idée sur papier du travail justement que cette institution en fera. Mais vous savez, il n'y a que des hommes qui vont animer cette institution. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Ces hommes qu'on et surtout, on va miser sur la travail qui sera fait et qui viendra justifier son utilité. Mais parlons des hommes. Quand vous voyez pour la plupart et que vous prenez l'histoire politique du Bénin ces 50 dernières années, entre eux, ils ont le temps d'être des amis, d'être des ennemis, de se faire des ennemis politiques. Oui, des ennemis politiques, de se faire de faux coups, d'être victimes de grandes trahisons, autant qu'ils sont. Regardez bien les noms. Donc, mais tout ce monde-là dans une même salle. Moi, je veux bien voir vraiment tout ce monde-là. Vous avez des gens qui peut-être depuis des années ont refusé de se saluer parce que ils ont vécu des choses, ils se sont décidés vraiment. Est-ce que ce n'est pas un refus de se saluer devant les micros et caméras alors qu'on connaît ce qui est la vie des acteurs politiques? Je ne voudrais pas citer des noms de personnalités, mais vous et moi savons qu'il y a très longtemps, nous avons vu des personnalités qui sont aujourd'hui membres de cette institution se visiter ou se voir pour des échanges. C'est très rare. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont appelés à travailler ensemble. Je veux bien voir dans quelle ambiance tout ceci va se dérouler. Mais une chose est certaine, c'est que le comportement de nos acteurs politiques, eh bien, nous savons comment ça se passe. On n'oublie jamais rien. Dans cette République-là, on sait. Enfin, il y a des codes, il y a des façons de faire avec nos acteurs politiques qui vont dire que, écoute, ce que tu m'as fait il y a peut-être, je dirais, plusieurs années en arrière, est toujours là. Voilà. Donc, j'espère qu'ils sauront, je dirais, mettre tout ça de côté et puis s'occuper du travail qui va être fait. Vous savez, quand on fait ça, et qu'on voit toujours dans cette même République. Vous savez qu'il y a une loi qu'on a votée et qui permet aujourd'hui à l'État d'envoyer les forces de défense de sécurité à la retraite. On parle de retraite forcée, voyez-vous. Et on peut avoir le sentiment que quand il est question de, excusez-moi l'expression, de caser des acteurs politiques, l'État est prêt à faire des sacrifices. Voyez-vous, l'État est prêt à trouver le mécanisme, à trouver les moyens pour y aller. Il n'y a que quand il est question, regardez la question des ME aujourd'hui, ce débat, c'est tellement vieux, on n'a jamais trouvé de solution, puis on est toujours là. Mais vous savez, bon là, maintenant on a mis en place un Sénat, on en a mis les membres, et puis bon voilà, on va y aller. Donc, ça n'a pas traîné. Donc, on se pose des questions. D'accord. C'est des questions plus ou moins légitimes, ça il faut le reconnaître. Oui, Éric Guédénon soulève un aspect non négligeable, ces chamailleries, je dirais, ces divergences de point de vue que ces acteurs politiques ont eu par le passé, mais aujourd'hui, ils sont appelés, n'est-ce pas, à se mettre ensemble au sein d'une même institution, notamment le Sénat. Est-ce que ce n'est pas la combinaison de leur expérience, de leur point de vue, de leur appréciation qu'il faut mettre en avant plutôt que, je dirais, les divergences antérieures qu'on doit encore continuer à ruminer jusqu'à présent? Vous et moi, on devrait d'abord s'en réjouir. Savoir que des acteurs politiques qui, par le passé, se sont séparés dos à dos et qui aujourd'hui acceptent de parler de la nation d'une même et unique voix, peut-être qu'on peut estimer que cette version n'est pas sincère, mais déjà on peut d'abord se réjouir qu'aujourd'hui, que ces personnalités acceptent de se parler ou de réfléchir sur l'avenir de la nation ensemble, faire en sorte que le vivre ensemble puisse exister, quelle que soit leur divergence. Mais ceci étant dit, il faut que nous fassions, que nous ne leurrions pas par rapport à quelque chose. En politique, il n'y a que des intérêts. Il faut que nous comprenions ça. En politique, il n'y a que des intérêts. Et quand vous savez qu'il n'y a que des intérêts, même avant que nous voyons ceux-ci se mettre ensemble après leur bisbille public que nous voyons par endroits, on sait que par moment, quand leurs intérêts se rejoignent, ils se retrouvent ensemble. D'accord. Et qui aurait pu imaginer, entre-temps, il y a quelques années, que un jour, le fils du président Boniaï allait quitter les démocrates pour se retrouver aujourd'hui dans le camp de la présidence de la République. Qui aurait pu imaginer que Guy Mitokbe, que vous connaissez très bien, tonitruant et très vivace,
aurait pu aujourd'hui se lever et dire je suis de la mouvance présidentielle. C'est pour vous caricaturer ce que nous voyons. Et vous imaginez que vous avez dit que vous allez en parler après, c'est vrai, mais je vais rapidement faire je sens votre soif d'introduction. On peut par exemple, quand il a démarré, quand il est allé vers la mouvance présidentielle, nous avons vu tous les commentaires qu'il y a eu. On l'a fustigé, on l'a critiqué. On peut, à la limite, disons, traiter la personne d'animal politique ou de tous les noms, mais est-ce qu'au fond, la politique n'est pas sa stratégie politique aujourd'hui n'a pas été suivie par le camp qui le critiquait. Entre nous, observons. Ça peut vous faire comprendre que la politique, ce n'est que des intérêts. Et maintenant, quand nous parlons aussi des intérêts, parce que Eric a bien fait de parler du volet social, et parce qu'il y a effectivement des problèmes qui sont là, latents, et il estime qu'avec ça, on crée encore des postes mirobolants avec des intérêts mirobolants pour des personnalités publiques que nous connaissons très bien. J'ai cru avoir entendu le président de la République pendant qu'il était encore candidat en pleine campagne, bien évidemment, ou du moins plutôt le jour où il lançait sa campagne électorale, il précisait ceci, il dit que tout n'a pas été bien fait. Qu'avec le temps, on verra si on peut corriger certaines choses. Ce qui doit être corrigé sera corrigé. Je veux prêter foi au président de la République qui déjà est en train de mener la danse de façon sociale et appréciée. Donc j'estime que ce qui n'a pas été bien fait, tout le monde est-ce qu'on n'a pas fait preuve de patience pour observer ces différents acteurs et se dire également que cette combinaison d'énergie, peut-être de mécontentement et de grincement dedans par le passé, que c'est tout ça qu'il faut mettre, je dirais, ensemble et se dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons à défendre, ce ne sont pas nos intérêts personnels, mais c'est beaucoup plus l'intérêt de la nation. Parce qu'aujourd'hui, l'institution fait d'eux des acteurs qui doivent travailler pour un seul but. Avant, on travaillait, je dirais, de façon isolée. Cette fois-ci, on est appelé à travailler ensemble. Est-ce que ça ne doit pas les amener à revoir leur façon de se côtoyer, leur façon de fonctionner également? D'abord, je suis très patient, rassurez-vous. Alors non, je pense que, en réalité, moi j'accorde du prix au discours, aux propos qui sont tenus, aux arguments véritablement qui sont donnés. Et je serais tellement content que ce que vous dites soit exactement ce que ces sénateurs vont nous donner à voir, voyez-vous. Ben, quand vous voyez un peu le contexte dans lequel nous sommes et la façon dont les choix ont été faits, les décisions ont été rapidement prononcées, il est difficile de ne pas voir que on essaye quand même de mettre en place un mécanisme où on veut, je dirais, regardez par exemple, vous avez encore comme membre de ce Sénat des anciens ministres qui ont servi ces 10 dernières années aux côtés de Patrice Talon qui sont revenus. Matisse et puis le ministre de la Défense qui sont revenus, vous voyez-vous. Et donc, quand vous voyez même du côté du CES, c'est pareil, et on a le sentiment que on prend les mêmes et on recommence, voyez-vous. Et donc, cela, quelque part, peut créer une forme d'indigestion, n'est-ce pas, pour un citoyen qui observe les choses et qui a envie quand même que des personnes qui ont fini d'exercer le service au niveau de la République, à qui la République, je dirais, a créé toutes les possibilités, les avantages et puis tout ça, qu'on les ramène encore, je dirais, dans la fonction, dans l'exercice d'une autre institution, ça peut faire un peu trop pour des gens. Alors, comment on explique, je dirais, cette combinaison qu'on a, je dirais, ceux qui ont soutenu le régime ces 10 dernières années, ces visages qui n'étaient pas totalement loin également du régime, et cette combinaison de ceux qui ont joué les opposants. On sait de Ousmane Batoko qu'il n'a pas toujours été aussi tendre que ça avec le régime, au cours duquel, je dirais, la Constitution a été modifiée, qui a conduit à l'instauration du Sénat. Comment on explique tout cela, Eric Gaba? Cela montre déjà qu'il y a une sorte d'ouverture. Et cette sorte d'ouverture peut être pour beaucoup de personnes apparente et même illusoire. Mais dans le même temps, il faut tenir compte de plusieurs aspects. Autant c'est illusoire, autant la configuration est concrète. Et d'autant plus que cette configuration est concrète, on connaît les missions qui sont dévolues au Sénat. Et nous savons qu'a priori, le Sénat doit être doté de personnes qui sont capables de pouvoir revisiter ce qui sera voté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez qu'autrefois nous avons souvent eu cette guerre institutionnelle entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Vous en avez vu plusieurs fois, on en a traité plusieurs fois ici. Mais dans le même temps, vous savez, ceux qui se positionnent aujourd'hui, on peut en même temps dire que c'est un Sénat qui est
à 100, disons à 98 ou à 90%, dépendant du duo exécutif-législatif, parce que quand vous regardez la configuration, on sait que pour la plupart, c'est des membres de la mouvance présidentielle. Mais c'est pour cela que j'ai dit à l'entame de mes propos que tout dépendra aujourd'hui de cette institution qu'on traite aujourd'hui d'avoir une couleur déjà politique, de montrer sa neutralité, de surpasser les clivages socio-culturels et politiques et pouvoir revisiter de façon objective les textes qui sont votés par le Parlement, de sorte à ce que le citoyen lambda, là je reviens au citoyen lambda, que le citoyen lambda se sente véritablement concerné par les textes qui sont votés, et que les textes ne soient pas un piège pour ce citoyen-là, parce que par moment, il y a eu des lois qui ont été votées, et c'est dans leur application que les citoyens ont découvert que c'est bien beau que le citoyen soit un prétexte, justement, pour mettre en place ce temps de mécanisme. C'est aussi pour le citoyen qu'on a mis en place le collège de ministres conseillers à qui on veut toujours aller expliquer, et je dirais, ce que le gouvernement fait. Voyez-vous, c'est toujours pour le citoyen qu'on demande aux députés, après le vote des lois, d'aller expliquer les textes. Donc c'est bien beau, vraiment, de s'occuper du Parce que tout cela concourt, n'est-ce pas, au bien-être des citoyens. Il faut que les citoyens perçoivent, qu'ils comprennent, n'est-ce pas, ce qui est voté, ce qui est appliqué, ou des décisions qui sont prises en leur faveur. Ils n'ont pas demandé justement à ce que nous allons vers la création d'un Sénat, mais bon, on a trouvé que c'était nécessaire, on l'a fait, justement. Alors, par contre, vous savez, quelqu'un a déclaré que le Bénin a trouvé son chemin et que cela est irréversible et que le Bénin a tourné dos à son passé honteux. Vous savez, ce passé n'a pas été honteux sans des hommes et des femmes qui ont posé des actes qui auraient pu être, je dirais, des actes dont on ne se réjouit pas, voyez-vous. Alors, qu'on se retrouve aujourd'hui a fait quand même la promotion de ces personnes qui ont joué un rôle d'une façon ou d'une autre et qui ont caractérisé ce passé honteux dans une institution, ça pose quand même des questions. Ça vous pose un problème. Oui, enfin, moi je m'interroge, ça pose des questions et ça nous ramène sur la problématique de qu'est-ce qu'on peut bien encore chercher à tirer justement de ces personnes. Non, je pense que nous posons un débat et c'est à la lumière du travail qui va être fait, des résultats par les sénateurs, que ceux qui sont encore sceptiques, en tout cas comme moi, pourront encore trouver un peu de bénéfice, un peu de crédit à cette institution. Oui, beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont connus, donc dans notre vocabulaire maintenant, il n'y a pas que les députés, il y a maintenant les sénateurs. On a des sénateurs en attendant l'installation officielle donc, des membres de ce Sénat. Éric Guédon, merci beaucoup pour votre intervention de ce soir. Louis Gaba, merci également. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire au cours de cette thématique. On aura l'occasion d'y revenir si vous permettez, n'est-ce pas? Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.